Merci pour votre fidélité au programme de la 7TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, le Sénégal qui est à nouveau en deuil ce jeudi. Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel, est décédé ce jeudi à Dakar. Une disparition qui marque la fin d'un parcours exceptionnel au service du droit et des institutions. Cette figure emblématique de la justice s'est particulièrement illustrée lors de la présidentielle de 2024. Et toujours dans l'actualité, son président parti, mais le Conseil constitutionnel est sollicité en cette période par les députés de l'opposition. Ces derniers ont déposé un recours pour contrôle de constitutionnalité de la loi interprétative de la loi d'amnistie. Désormais, le dernier mot revient une nouvelle fois aux sages du Conseil constitutionnel. Et enfin, un redressement du système sanitaire au Sénégal. Voilà ce qu'envisage le chef de l'État qui a annoncé hier en Conseil des ministres des mesures allant dans ce sens. Parmi ces dernières, le déploiement de la nouvelle carte sanitaire du Sénégal et le renforcement des équipements et du plateau médical, mais aussi la lutte contre la vente illicite de médicaments, entre autres. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Ce 10 avril 2025, le Sénégal a donc perdu une grande figure de la justice avec le décès de Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel. À 73 ans, cet ancien magistrat reconnu pour son professionnalisme et son sens de l'État laisse un héritage impressionnant, notamment pour son rôle crucial dans la préservation de l'ordre démocratique avec entre autres son intervention décisive contre le report de l'élection présidentielle en 2024. Son portrait à suivre très prochainement dans ce journal. En attendant, le président de la République a réagi suite à ce décès sur ses réseaux sociaux. Il a rendu hommage à Mamadou Badio, Camara. Réagissant justement, le chef de l'État a dit: j'ai appris avec tristesse le décès du président Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel. Il fut le premier président de la Cour suprême. Je salue le parcours d'un grand serviteur de l'État et adresse mes condoléances à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de la magistrature. Pendant ce temps, le Conseil constitutionnel a été sollicité par les députés de Takualu et d'autres non-inscrits pour le contrôle de constitutionnalité de la loi interprétative de la loi d'amnistie. Le dernier mot revient alors aux sages pour que la loi soit promulguée, appliquée ou supprimée. Ils se sont toujours opposés au projet de loi interprétative de la loi d'amnistie. N'ayant pas pu convaincre l'opinion publique, le régime PASTEF a opté pour ce qu'il croit être de la ruse bien cousue. Quelques jours après son adoption par l'Assemblée, l'opposition parlementaire ne s'avoue toujours pas vaincue. Nous avons déposé au greffe du tribunal, au greffe du Conseil constitutionnel, une requête visant à déclarer inconstitutionnelle la loi portant interprétation de l'amnistie votée en mars 2024. Le Conseil constitutionnel ainsi saisi, les 7 sages restent les maîtres du jeu. L'opposition avait 6 jours après l'adoption pour déposer ce recours, un recours sur lequel doit désormais statuer le Conseil constitutionnel pour soit annuler le vote ou donner le feu vert au président de la République pour la promulgation et la publication au journal officiel. En l'espace, le Conseil constitutionnel dispose d'un délai d'1 mois pour se prononcer sur la constitutionnalité ou non de cette loi interprétative. Cependant, ce délai est ramené à 8 jours francs quand le gouvernement en déclare l'urgence. L'instruction débute a priori dès l'enregistrement de la requête et transmission de l'affaire par le greffe au cabinet du président du Conseil constitutionnel et doit aboutir à des décisions motivées par principalement des arguments de droit. La décision qui sera prise par le Conseil constitutionnel ne sera cependant susceptible d'aucun autre recours. Il faut rappeler que le Conseil constitutionnel ne peut délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de 3 d'entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres. Avec le rappel malheureux à Dieu du président du Conseil, Badio Camara, le vice-président assure son intérim pour statuer sur la constitutionnalité de la loi interprétative. En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante.
Sur ce sujet toujours, retour donc sur la conférence de presse de ces députés de l'opposition hier où ils sont justement revenus sur ce recours déposé auprès du Conseil constitutionnel. Les députés contestataires demandent l'annulation simple de cette interprétation qu'ils considèrent comme étant une menace pour la sécurité juridique et l'état de droit. Hier, plus exactement le mardi 8, nous, députés de l'opposition, nous avons déposé au greffe du tribunal, au greffe du Conseil constitutionnel, une requête visant à déclarer inconstitutionnelle la loi portant interprétation de l'amnistie votée en mars 2024. Il appartient désormais au Conseil constitutionnel, seul à même de dire le droit, de fixer le peuple au nom duquel cette dangereuse loi a été adoptée par la majorité mécanique de la représentation nationale. Nous considérons ces lois nulles et non avenues dans la mesure où elles obéissent à une logique visant à consacrer une justice non seulement sélective, mais entièrement instrumentalisée contre des coupables triés au volet d'une clameur. L'interprétation du parti PASTEF constitue sans nul doute une rupture d'égalité et instaure en même temps une justice à deux vitesses. Et puis passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, initialement prévue pour aujourd'hui. La séance a finalement été reportée à lundi prochain en raison du décès du Khalif général des Layènes. Cependant, l'opposition parlementaire réunie sous Takoualou, mais aussi les non-inscrits ont d'ores et déjà annoncé leur intention de boycotter cette rencontre. Ils dénoncent une dérive institutionnelle et appellent au respect du règlement intérieur. C'est lors d'une conférence de presse que l'opposition parlementaire, représentée par le groupe Takoualou Sénégal et les députés non inscrits, a annoncé son intention de boycotter la prochaine plénière. Une plénière à laquelle doit participer le Premier ministre Ousmane Sonko, convoqué pour répondre à des questions d'actualité. Ce boycott-là, nous l'avons fait à titre d'avertissement. C'est le danger qui est en train de guetter le Sénégal. Si on laisse cette institution s'affaisser, alors nous en serons les responsables. Mais nous associer à ce simulacre d'exercice de questions d'actualité au gouvernement, nous refusons de le faire. Les parlementaires ont exposé les raisons d'une telle décision. Des violations répétées et délibérées du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par la majorité, on pourrait continuer à énumérer ainsi les violations nombreuses et assumer sans même les couvrir d'une apparence démocratique et de normalité. Il pointe du doigt le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui l'accuse de manquer de neutralité. Le président de l'Assemblée nationale manque de la plus élémentaire courtoisie et se prend pour un surveillant de camp plutôt que pour la deuxième personnalité de l'État, s'abaissant jusqu'à des manipulations de listes d'orateurs indignes de son rang. Cette attitude, jamais vue d'un président de l'Assemblée nationale depuis Lamine Gueye, n'honore pas l'Assemblée nationale du Sénégal. Autre grief, l'attitude du Premier ministre. Il dénonce sa manière de se présenter à l'Assemblée quand bon lui semble, ainsi que le ton qu'il adopte à l'égard des députés. Les passages du Premier ministre, loin d'être de grands moments d'échange d'idées contre idées, se transforment en des joutes d'attaques crypto-personnelles, de procès de députés. Le Premier ministre décide de venir à sa guise et selon son agenda propre. Ainsi, les séances de janvier et de mars n'ont pas été tenues sans qu'une explication n'ait été fournie aux députés. Selon eux, cette situation nuit gravement à la démocratie et remet en cause l'équilibre des institutions. Ils appellent le gouvernement et son chef à davantage de respect des règles républicaines. Et nous l'annoncions tantôt, ce 10 avril 2025, le Sénégal a donc perdu une grande figure de la justice avec le décès de Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel. Parti à l'âge de 73 ans, il laisse un héritage impressionnant. Son portrait signé Djibril Diallo. C'est lui qui a validé la victoire de Bassirou Diomaye Faye lors de la traditionnelle cérémonie de prestation de serment tenue le 2 avril à Diamniadio. Le Conseil constitutionnel, juge de la régularité des élections nationales et garant de l'état de droit, a, en application de l'article 35 de la Constitution et des résultats constatés, proclamé la victoire de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye
à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Alors que le respect de la limitation des mandats suscite souvent des débats, il ne s'est pas empêché de prodiguer des conseils au président élu. À l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons. Le magistrat décédé aura marqué le Conseil constitutionnel pour avoir tenu tête au président Macky Sall qui avait décidé de repousser la présidentielle au 15 décembre 2024. Considérant que cette décision viole la Constitution, Badio Camara prend le 7 mars une décision historique contredisant le chef de l'État. Il fixe ainsi la date du scrutin au 24 mars 2024. En conséquence, par application des décrets numéro 2024-690 et numéro 2024-691 du 6 mars précité, le scrutin pour l'élection du président de la République se tiendra le 24 mars 2024. Né en 1952 à Dakar, il a été nommé le 2 septembre 2022 président du Conseil constitutionnel. La dernière prise de parole en public de l'ancien procureur de la République près le tribunal de Ziguinchor date de novembre 2024 en France, où il avait été invité à une rencontre lors de laquelle il est revenu sur les pressions qu'il aurait subies à la veille de la présidentielle. Il y a eu beaucoup de tensions. Il y a eu beaucoup de pression. L'ancien procureur général de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara, était également membre du comité des Nations Unies sur les disparitions forcées depuis 2011. Et puis, écho du Conseil des ministres, cet après-midi, la santé a été un des points focaux de la rencontre hebdomadaire. D'importantes mesures ont été annoncées pour le redressement du système sanitaire au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye prévoit notamment le déploiement de la nouvelle carte sanitaire du Sénégal, mais également le renforcement des équipements et du plateau médical. La question du retrait des malades mentaux de l'espace public a aussi été évoquée. Lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le président de la République est revenu sur la célébration de la Journée mondiale de la santé. Le président Bassirou Diomaye Faye a rappelé au gouvernement, notamment au ministre de la Santé et de l'Action sociale, l'urgence de moderniser le système de santé dans tous ses compartiments et la prévention des maladies comme principe directeur de la politique nationale de santé. Dans cette perspective, le chef de l'État a insisté sur le déploiement de la nouvelle carte sanitaire du Sénégal et la finalisation de la réforme des équipements et du plateau médical. Le président de la République a rappelé la nécessité d'améliorer la prise en charge des pathologies chroniques comme l'insuffisance rénale et le cancer entre autres et de relancer le programme élargi de vaccination. Ainsi, il a demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale, en relation avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour lutter efficacement contre la vente illicite des médicaments et l'exercice illégal d'activités médicales et chirurgicales sur l'étendue du territoire national. La restructuration et le développement de l'industrie pharmaceutique occupent également une place primordiale dans le redressement du système de santé. Le Premier ministre, quant à lui, a axé sa communication sur l'acuité de la problématique de la prise en charge de la santé mentale. Ousmane Sonko a rappelé les défis majeurs entourant la santé mentale, notamment l'errance des malades mentaux. Dans ce cadre, des réformes sont attendues concernant surtout la procédure de retrait des malades mentaux errants de l'espace public. Le Sénégal qui renforce donc progressivement son cadre légal pour améliorer la prise en charge des patients avec un focus sur l'universalisation des soins, la régulation pharmaceutique et la modernisation des infrastructures. Lors du Conseil des ministres hier, le chef de l'État a insisté sur les mécanismes d'amélioration de la prise en charge médicale. Retour sur le dispositif légal dans le cadre de cette prise en charge médicale avec Ousmane Ba. Le système de santé sénégalais repose sur des textes légaux et des réformes récentes visant à garantir
une prise en charge équitable et de qualité. Parmi les piliers, la couverture maladie universelle, instaurée en 2013, assure l'accès aux soins pour les populations vulnérables via des mutuelles de santé et de subventions publiques. L'assurance maladie obligatoire impose aux entreprises de plus de 300 salariés d'affilier leurs employés à des institutions de prévoyance maladie, couvrant 50 à 80% des frais médicaux. Le plan national de développement sanitaire et social de 2019-2028 structure les priorités, comme la modernisation des infrastructures et la lutte contre les maladies chroniques. En 2025, des mesures fortes ont été annoncées, notamment la relance du programme national de promotion de la citoyenneté et la réforme hospitalière pour améliorer la qualité des soins. Pour ce qui est des droits fondamentaux des patients, ils sont encadrés par l'accès aux soins gratuits pour les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées de plus de 60 ans et les césariennes. La confidentialité et le consentement éclairé, bien que non explicitement détaillés dans les textes, sont implicitement garantis par les normes éthiques médicales. La prise en charge des urgences avec des tarifs régulés. Dans cet arsenal juridique, il y a aussi les obligations des professionnels et structures de santé. En effet, les établissements publics et privés doivent respecter une hiérarchie de soins niveau 1 à 3 allant des postes de santé locaux au centre hospitalo-universitaire. Dans le cadre de la lutte contre les pratiques illégales, le gouvernement a renforcé le contrôle pour éradiquer la vente illicite de médicaments et les activités médicales non autorisées en collaboration avec l'Agence de réglementation pharmaceutique. Mais malgré les progrès, des lacunes subsistent, comme la pénurie de médecins, 1 pour 10 000 habitants, et l'inégalité d'accès aux soins hors de Dakar. En éducation, avec l'Assemblée générale de la conférence des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal, le directeur sortant de l'enseignement privé, Chersen, a profité de l'occasion pour tirer une sonnette d'alarme sur une faille. D'après lui, 86 établissements supérieurs à ce jour fonctionnent avec un agrément provisoire dont le délai de 4 ans est passé. L'enseignement supérieur du Sénégal, je dirais, est de très bonne qualité. Une affirmation basée sur un diagnostic effectué par le ministère de l'Enseignement supérieur en parfaite collaboration avec l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ANAQ-Sup. Nous avons recensé au moins environ 131 programmes de licence qui sont déjà accrédités, 79 programmes de master qui sont accrédités, 8 programmes de doctorat d'exercice accrédités et 2 programmes de docteur d'ingénieur de conception qui sont accrédités. Ils sont une centaine à disposer d'une habilitation institutionnelle. Les 14 fonctionnent avec un agrément définitif et les 86 autres travaillent avec un agrément provisoire dont la durée légale est dépassée. Des manquements qui n'impactent pas pour autant sur le processus d'assurance qualité tant prôné. Il y a au moins 70% de réussite par rapport aux habilitations et 70% pour les habilitations. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a des établissements qui ont eu des agréments provisoires, qui ont eu des agréments définitifs et qui ne sont pas allés vers l'habilitation. L'habilitation institutionnelle, un chantier auquel compte s'attaquer la conférence des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal après le renouvellement de ses instances. Un chantier auquel compte s'attaquer la conférence des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal après le renouvellement de ses instances. Nous voulons sensibiliser nos membres pour qu'ils puissent entrer dans le processus d'assurance qualité qui consiste dans un premier temps à disposer d'un agrément, disposer d'une habilitation et de faire accréditer nos diplômes de manière à ce que nos étudiants puissent intégrer et la fonction publique. Enjeu de l'assurance qualité dans le contexte actuel de l'enseignement supérieur, tel est le thème soumis à la réflexion ce mercredi à l'occasion de l'Assemblée générale exceptionnelle de la CPS. Direction Saint-Louis de Pirogue en Chaviré, mercredi à hauteur du quartier Hydrobase, non loin de Guet-Ndar. Aucune perte en vie humaine dénombrée, mais les pêcheurs indexent le nouveau régime et considèrent que même si le régime précédent avait posé également des actes concernant justement l'embouchure.
En tout cas, nous demandons, nous, les pêcheurs de Guet-Ndar, de nous venir en aide pour réparer la brèche de Saint-Louis, parce que cela cause autant de problèmes. Et ce sont des gens qui disparaissent, des pêcheurs qui disparaissent. Ce sont des pirogues qui sont cassées. Il suffit d'avoir 100 millions et le lendemain, investir cette somme dans la réparation. C'est le cas des 2 pirogues qui ont été emportées. Alors, c'est dommage. Et ce sont près de 20 millions qui ont été encore investis. C'est difficile pour nous. Donc, que l'État fasse le nécessaire pour nous venir en aide, et c'est tout à fait normal. Nous sommes fatigués. Nous sommes très fatigués. Ce que nous voulons, c'est que l'État agisse vite. Très rapidement, toujours avec cette parenthèse pêche, le syndicat des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève initialement prévu les 14 et 15 avril prochains. Cette décision qui fait suite à une audience, disent-ils, jugée satisfaisante avec le ministre de la Pêche. Parmi les points soulevés figurait notamment le retard du paiement des indemnités depuis janvier 2025. Sur ce sujet, Omar Dramé a salué la levée des blocages administratifs. On termine avec du sport. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Sénégal défie la Côte d'Ivoire. Meilleure attaque du tournoi jusqu'ici. Un match important pour le coach des Lionceaux, Pape Ibrahima Faye, qui se doit concentrer sur l'objectif. Il s'est présenté en conférence de presse d'avant-match. Quel que soit le niveau, que ce soit un quart, un demi ou un match de poule, pour moi, ça reste un match de football. C'est pas les mêmes jours, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas la même. Pour nous, c'est devenu une histoire. Ça ne nous fait rien. On a même oublié cette histoire de match des seniors. Donc nous, on est là pour préparer, pour gérer une Coupe d'Afrique de la catégorie cadette. Et si je vous dis, je n'ai peur de personne, vous pouvez me croire. Je crois quand même à la réussite. Je suis un sportif très fair-play. La Côte d'Ivoire peut gagner ce match et je leur dirai bravo. Mais nous ne sommes pas là en victime expiatoire. Nous sommes là vraiment pour gagner la Côte d'Ivoire et continuer notre chemin. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les quotidiens évoquent largement la décision du groupe parlementaire Tako Walou et les députés non inscrits de boycotter la séance plénière consacrée à des questions d'actualité initialement prévues ce jeudi, reportées au lundi 14 avril à cause du décès du khalife général des Layènes. Sont les échos, c'est aujourd'hui que le Premier ministre devrait faire son deuxième passage devant les députés dans le cadre de l'exercice des questions au gouvernement. La séance a été reportée à cause du décès du khalife général des Layènes. Heureusement pour Sonko, l'opposition avait prévu de boycotter le journal. Là, abondant dans le même sens, l'opposition boycotte Sonko pour, dit-elle, refuser de s'associer à un affaissement délibéré et voulu de l'institution parlementaire par le Premier ministre en complicité avec le président de l'Assemblée nationale. Le quotidien note un sale coup de l'opposition face à l'hégémonie de PASTEF. Les députés Aïssata Tall Sall et Thierno Alassane Sall incarnent les voix de la résistance à l'hémicycle. Selon la tribune, c'est Sonko qui échappe au boycott de l'opposition parlementaire. Le chef du gouvernement évoque le décès du khalife général des Layènes. Selon Walf, PASTEF déjoue les plans de l'opposition. Les députés de l'opposition avaient décidé de boycotter le passage du PM à l'Assemblée. Le journal Walf Quotidien toujours l'assimile à une rébellion. La rébellion, c'est ce qu'évoque Enquête à sa une. La rébellion des plumes, titre le journal. Il s'agit de Madiambal Diagne, de Hamidou Anne et de Yorodia. 3 hommes sont le journal, 3 styles, une cible. Il s'agit du régime Diomaye Sonko. Les journaux se sont penchés sur le décès de Serigne Mohamed Makhtar Laye, 6e khalife général des Layènes. Son Le Soleil, c'est une voix de l'islam soufi qui s'est éteinte après avoir succédé en 2021 à Chérif Abdoulaye Thiaw Laye, décédé cette année-là. Serigne Mohamed Lamine Laye a été désigné khalife général des Layènes. Unanimité, discrétion, effacement, orthodoxie. Le défunt khalife de la communauté Layène est connu pour n'être que peu voire pas connu. Il a discrètement vécu et s'en est discrètement allé, écrit Le Soleil. Son observateur, le phare de Ngor s'est éteint
Autorités étatiques, figures politiques de tous bords, mais aussi guides religieux, musulmans, chrétiens ont salué la mémoire d'un homme de paix, de sagesse et d'équilibre, selon le journal. Libération lui évoque une autre affaire. Il s'agit de la vidéo d'un enfant violemment fouetté à Saint-Louis. Les premiers éléments de l'enquête, selon Libération, révèlent que c'est un câble qui a été utilisé pour le frapper. Le jeune Diakhaté, 15 ans, originaire de Thiès, envoyé à Saint-Louis, c'est son oncle pour étudier. Il présente de graves lacérations au dos. Les mises en cause visées pour maltraitance. En sport, record sur la CAN U17, Pape Ibrahim Faye, le coach des Lionceaux, déclare « J'ai faim et je veux gagner quelque chose ». Bonne lecture. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.